Bonjour à tous, ce samedi, ne manquez pas de suivre le match Sarreguemines Football Club contre Sainte-Savine, c'est à 19 h. Mosaïque diffuse cette rencontre en direct, n'hésitez pas à être notre porte-parole autour de vous. Et on regarde le sommaire. L'essentiel de l'info de la semaine, chaque vendredi, sur Mosaïque. L'avenir de Stiltech, toujours entre parenthèses, mais les dés ne sont pas jetés. Sursis avant la décision finale pour les 6000 abonnés aux différents péages de l'A4. Du conteneur à vêtements à la distribution faite par la Croix-Rouge, le chemin n'est pas toujours celui qu'on croit. On sait à qui profite la 21e soirée Noël de joie, mais qui sont les convives et qui sont les organisateurs? Erza, jeune chanteuse de Sarralbe, était sur Mosaïque en décembre. Aujourd'hui, elle cartonne dans l'émission La France a un incroyable talent. Entre les lignes, Marianne Gabriel reçoit un photographe et un grand reporter ORL. François Cochet nous parle de sa ville, Metz, d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que de sa passion pour la photographie. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, des intempéries neigeuses sont à craindre. Nous ne sommes effectivement pas à l'abri d'une perturbation neigeuse qui s'étend à tout le département et atteint les régions les plus à l'est peu avant la mi-journée. La neige tient au sol, atteignant de 1 à 5 cm suivant les endroits. Dans le courant de l'après-midi, les précipitations prennent peu à peu un caractère plus intermittent et la pluie froide ou la neige plus ou moins fondante s'impose dans les vallées. Côté température, les minimales iront de -1 à -3 degrés, les maximales de 1 à 3 degrés. Demain, samedi 24 janvier, nous fêtons les François de Sales. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 17h14. Tout de suite, retrouvez notre séquence à la ferme. Vous y découvrirez Fanny, une jeune fille de 16 ans passionnée par les chevaux durant l'un de ses stages de dressage. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et vous dis à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. L'essentiel de l'info de la semaine, chaque vendredi sur Mosaïque. Bonjour Julien. Bonjour Francis, bonjour à tous. On commence par l'avenir de Stiltech, toujours entre parenthèses. Oui, parce que l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Il y a donc une période d'observation de 18 mois. Il y a eu une audience mercredi à la chambre commerciale du TGI de Metz. La situation est plutôt positive, mais avec une visibilité seulement à 6 mois. Prochaine audience à Metz en mai. Alors, la société Cor fait partie du même groupe. Alors, cette société subit le même triste sort, on peut dire. Où est-ce que nous en sommes réellement ?
Alors oui, Corps aussi est placé en redressement judiciaire, donc période d'observation. La différence près que là, ça se passe au tribunal de Sarreguemines, à la chambre commerciale du TGI. Prochaine audience le 3 février. Et là où on en saura vraiment plus, c'est le 5 février. Mosaïque réalisera d'ailleurs un reportage avec notamment l'interview de Guizins à ce moment-là. Il va aller le matin à Creutzwald pour les salariés de Steeltech Creutzwald et l'après-midi à Sarreguemines, Steeltech et Corps. L'annonce avait fait grand bruit. Les plus de 6000 abonnés aux différents péages de l'A4 avaient eu un courrier fin décembre de la SANEF leur notifiant qu'on mettait fin aux demi-tarifs en vigueur. Alors, on rappelle rapidement le contexte, Julien. Donc, ça concerne le tronçon d'autoroute payant de l'A4 entre Saint-Avold et Metz. Ces abonnés, il s'agit essentiellement de gens qui, pour leur travail, font le trajet domicile-travail quasiment tous les jours, d'étudiants aussi. Et ce demi-tarif, c'était grâce à une réduction de 30% prise en charge par la SANEF et 20% par le Conseil général de la Moselle. Est-ce que la situation a changé depuis ? Alors oui, complètement, parce que le Conseil général a fait machine arrière et a renoncé à supprimer sa subvention, en tous les cas pour le moment, mais des négociations avec la SANEF vont être à nouveau entreprises. À ce sujet, on écoute les propos de Patrick Weiten, le président du Conseil général. Ce n'est pas à l'usager de payer le délai qu'il nous faudra pour essayer de trouver des solutions. Parce que la date limite était le 1er février, au-delà duquel le département ne compenserait plus. Nous avons décidé de compenser au-delà du 1er février et de se donner du temps. Non pas parce qu'il y a les élections départementales, mais parce qu'entre aujourd'hui et le 1er février, nous n'aurons pas le temps. Changement de sujet, elle vient de fêter ses 150 ans. La Croix-Rouge est implantée ici sur le secteur, alors à Sarralbe et à Sarreguemines. Moi, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils aimeraient bien aussi pouvoir s'implanter à Bitche. Mais alors là, du coup, on va lancer l'appel. Il faut des bénévoles dans le secteur géographique de Bitche pour pouvoir ouvrir une antenne à Bitche. Alors, du don de vêtements à la distribution au vestiaire de la Croix-Rouge, le chemin n'est pas toujours celui qu'on imagine. Alors oui, parce qu'on est habitué à voir les grands conteneurs blancs dans lesquels on peut déposer les vêtements, les chaussures dans des sacs. Alors sachez en revanche qu'effectivement, il y a un gros logo Croix-Rouge dessus, mais c'est un accord entre une entreprise qui du coup reverse 2 000 € par an à la Croix-Rouge de Sarreguemines, mais ce que vous déposez là ne va pas à la Croix-Rouge, ne va pas servir à être redistribué, ça va servir à être recyclé, à fabriquer notamment de la fibre. Donc c'est très bien pour ce qui est complètement inutilisable, troué, etc., mais tout ce qui est encore portable, apportez-les directement à la Croix-Rouge, 22 rue Fulrad à Sarreguemines. La 21e soirée Noël de joie a fait salle comble. Comme tous les ans, je dirais, avec dans le lot des habitués, dont certains d'ailleurs viennent depuis la première édition ou presque. Alors, qui sont les convives et qui sont les organisateurs ? Alors les convives, ce sont des lève-tôt qui ont eu la patience de faire la queue dans le froid, parce que les réservations se font en décembre à l'agence du Républicain Lorrain et les gens font la queue à partir de 6 h du matin. Donc voilà, il faut être vraiment motivé. Donc ce n'est pas la Société de Sarreguemines. Alors c'est accessible à n'importe qui, c'est pas du tout à tarif prohibitif, c'est pour la bonne cause et ce sont vraiment les petits plats qui sont mis dans les grands. Après effectivement, il faut faire attention à la date et puis aller faire la queue. Et puis tu posais la question aussi des organisateurs, donc les organisateurs sont le Lions Club de Sarreguemines et le lycée Simon Lazare. On va écouter les propos de Philippe Thierry, qui est le trésorier du Lions Club. Chaque convive a déboursé 42 € pour pouvoir s'installer à table. Les gens sont très très contents de participer, ils mettent vraiment beaucoup de cœur et beaucoup d'âme dans ce qu'ils font, dans la préparation et ils sont vraiment très très fiers d'assister, de participer à cette soirée. Les plats sont entièrement offerts par les restaurateurs, donc sur ce point de vue, ils ne font aucun bénéfice de cette soirée puisque tout est reversé aux œuvres. Voilà pour la soirée Noël de joie, le lycée-collège Saint-Augustin de Bitche sur un nouveau départ. Oui, alors on vous l'avait annoncé, c'était au mois d'octobre dernier que les bâtiments avaient été rachetés par des investisseurs chinois. Et bien là, les 30 000 mètres carrés vont bientôt être rénovés. Alors à quel moment les travaux vont-ils réellement débuter? Quand est-ce que les premiers étudiants devraient arriver? Alors concrètement, pour les travaux, on n'a pas encore la date exacte. Ils sont en train de recruter, si on peut dire, les différents corps de métier qui vont intervenir. Mais il y a malgré tout une partie du collège qui est déjà utilisable, qui serait déjà utilisable à partir de septembre. Donc a priori, ça pourrait commencer en septembre avec 100-200 étudiants dès la rentrée prochaine. Parce qu'in fine, on attend quasiment 1000 étudiants. Alors, pour une ville de 5000 habitants, c'est assez incroyable. Cela va donner, je dirais, une dynamique économique, je dirais, et sociale assez importante.
Alors c'est énorme et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Encore faut-il que réellement ça se concrétise, parce que malgré tout, est-ce qu'ils vont réellement réussir à attirer suffisamment d'étudiants? Il faudra voir au moment des inscriptions. Donc, prudence, mais en tout cas le projet est lancé. Alors Erza, la jeune chanteuse de 8 ans de Sarralbe, cartonne dans l'émission La France, un incroyable talent. Extrait. Travailler, maman dit travail, c'est bien, bien mieux dessous de mon cœur. Ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, tu mens et tu cachais, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es papa, où t'es. Voilà, ces images qui nous font plaisir, elles ont été tournées finalement à quelques semaines d'intervalle. Donc Erza était chez nous en décembre. Comment est-ce que les choses vont continuer pour Erza? Alors juste, avant de continuer, juste une petite précision. Elle est à l'école de musique de Sarralbe, mais elle est sarregueminoise. On va pas peu de chauvinisme. Ils vont pas nous la voler, quand même, Sarralbe. Alors, sa grande aventure sur M6, la finale a lieu mardi à 20h55. Le gagnant sera désigné uniquement par le vote du public. Donc, bien évidemment, elle compte sur vous. Et puis une autre jeune chanteuse, June, elle a conquis, on va dire, quelque part le jury de Voice, mais elle n'a pas été retenue. Elle a surtout conquis le public, en fait. Elle cartonne vraiment sur YouTube, sur le net, avec son interprétation détonnante de la chanson « Ça plane pour moi », notamment avec son cri un peu particulier qu'on va entendre là tout de suite dans cet extrait. Voilà, deux styles bien différents à quelques années d'intervalle. Comment va continuer l'histoire de June? Alors a priori, elle se serait installée à Paris avec son groupe, elle est en train de faire une maquette, elle espère sortir un album. Il faut voir comment ça va s'orienter et s'ouvrir pour elle. En tout cas, on lui espère le succès. Céleste Lette était notre invitée cette semaine. Voilà un extrait de son intervention. La question qui se pose, est-ce qu'on peut tout critiquer? Est-ce que la liberté d'expression n'a pas ses limites? Et je crois qu'à titre personnel, je vais dire qu'il y a l'intime au fond de soi, que ce soit au niveau religieux ou non, et cette liberté doit avoir ses limites. On ne peut pas se moquer de tout, on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas exprimer les choses d'une manière inconsidérée. Et même si on est au pays de Voltaire, j'ai envie de dire que comparer aujourd'hui les journalistes de Charlie Hebdo à Voltaire, c'est peut-être être par rapport à... C'est déclasser Voltaire. Donc même quand on est un journal satirique, on ne peut pas se permettre ce type de caricature, par exemple? C'est un journal satirique, la satire, elle doit exister. Elle existait du temps de La Fontaine, Molière, au moment de la royauté, au moment des grands princes. Mais je crois que là, il y a quand même des limites à poser. Peut-être qu'on doit s'interroger. Aujourd'hui, on a presque peur en tant que Français d'aller dans certains pays. On a la moitié de la planète contre nous. On peut s'interroger, tout simplement. Un commentaire, Julia? Moi j'ai envie de répondre. Des proches disaient on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Visiblement avec Céleste Lette on ne peut pas. C'est complètement subjectif, c'est une question de point de vue. Moi je suis partisane de ne jamais céder, face à des fanatiques, de ne pas s'auto-censurer, et quand bien même cela pourrait effectivement déplaire à des gouvernements qui eux musellent la presse dans leur pays. Pas de limite pour toi la liberté d'expression? Pas de cadrage nécessaire? Non, et surtout pas par rapport aux religions. Vendière, un dossier complexe. On ne parle quasiment que de querelles entre les pour et les contre. Alors, où sont les arguments dépassionnés, pourrait-on dire? Alors, c'est un petit peu ça le problème, c'est que dans le peu de discussions qu'il y a pu y avoir entre les pour et les contre, c'est d'ailleurs pas seulement un affrontement gauche-droite, mais quand même en grande partie, et bien finalement, le grand absent, les grands indices, les grands arguments vraiment absents, c'est tout ce qui se rapporte à quel est l'intérêt réel pour les usagers lorrains et pour les années, voire surtout les décennies à venir. Et ça manque, et on va essayer d'y répondre vendredi prochain sur le plateau de Mosaïque, et c'est toi d'ailleurs qui animera ce débat avec des invités. Voilà, l'info est donnée, alors, et le rendez-vous aussi. Une info du côté de l'Allemagne, Julien?
Pour terminer. La police allemande surveille 210 islamistes en Sarre. Parmi eux, 100 sont des salafistes radicaux. Merci Julia. On se retrouve après une courte page pub. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé, des señoritas. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro. Au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, vivez en direct de Troyes le match opposant Sainte-Savine-Rivière-de-Corps et le SFC en CFA2. Un match déplacé sur terrain synthétique. Rendez-vous à 19h sur Mosaïque et sur notre site internet www.mosaïque.tv. Photographe et grand reporter au RL, Francis Kocher nous parle de sa ville, Metz, d'hier et d'aujourd'hui, de sa passion pour la photographie et de son expérience de grand reporter à travers le monde. Notre émission Entre les lignes est animée par Marianne Gabriel. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Il a 11 ans lorsque s'élève le mur de Berlin. Peut-être est-ce de là que vient son obsession des murs. Francis Kocher ira les photographier dans les lieux de conflit, partout où le mène son travail de photographe, grand reporter au Républicain Lorrain. Il a publié une dizaine d'ouvrages dont Témoins du XXe siècle et Paroles de mur. Francis Kocher nourrit une passion pour la photographie, mais aussi pour toute forme d'expressions artistiques. Sa large connaissance dans le domaine de l'art, autant en musique qu'en littérature ou encore en art contemporain, son expérience de journaliste international en font un témoin incontournable de notre époque. Bonjour à tous, bienvenue Entre les lignes. L'ouvrage dont il est question aujourd'hui se défend d'être un guide touristique ordinaire. Il se présente davantage comme l'invitation d'un ami à venir découvrir sa ville, cet endroit qu'il a vu grandir et dont il veut vous faire partager ses secrets. J'ai le plaisir de recevoir Francis Kocher, photographe et grand reporter au Républicain Lorrain. Bonjour Francis Kocher. Bonjour. Je vous écris de Metz. Ce livre, il sort des clichés convenus. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter à cet ouvrage ? Eh bien, apporter d'abord ce qu'on ne fait jamais en journalisme, et surtout pas là où je travaillais, c'est dire « je ». C'est-à-dire que quand on rapporte quelque chose dans un événement, quand on fait un reportage, le « moi » n'a pas d'importance. Or ici, eh bien, le propos, c'était, en tout cas, c'était la demande expresse de mon éditeur, c'était que je raconte ma ville. Alors évidemment, ce n'est pas un jeu personnel, je ne vais pas raconter ma vie là-dedans, ce n'est pas le lieu, mais c'est un jeu collectif, et c'était un jeu aussi… Un jeu JEU ou un pour jouer avec les lieux, à faire aussi le contraire de ce qu'on fait encore une fois en journalisme, c'est-à-dire ou quand on est historien, qu'on fait un livre, par exemple je serais historien, je ferais un livre sur Metz, eh bien je ne pourrais pas écrire ça parce qu'il faudrait que je fasse très attention à des chronologies, à un ordre des choses, alors qu'ici les choses, si vous voulez, sont exactes, elles ont été étudiées, mais je peux les emboîter comme je veux, subjectivement. Et donc c'est un livre que j'assume très subjectif, d'autant plus que j'en ai écrit à la fois le texte et que j'en ai fait les photos, non pas l'illustration, parce que je pense que c'est un travail tout à fait à part entière, parce que je suis aussi bien photographe que journaliste, et pour moi c'est quelque chose de très important de raconter le monde tel que je le vois à travers le prisme de mon œil, et mon œil n'est que le prisme de mon cerveau et de mon émotion. Alors cette ville vous habite autant que vous l'habitez. Votre histoire, elle est délicatement, presque avec pudeur, je dirais, mêlée à l'histoire et au mouvement de cette ville. Alors on découvre votre passion pour Verlaine, votre arbre fétiche, le ginkgo, mais aussi votre fascination pour les vitraux. Et Chagall disait, le vitrail représente la cloison transparente entre mon cœur et le cœur du monde. C'est un peu vous, ça aussi? Voilà, oui, c'est le dialogue avec le divin, entre guillemets, vous voyez. Je me souviens d'avoir lu il y a 20-25 ans un livre qui est extraordinaire de Bernard Tirsiot,
qui s'appelle Le Passeur de lumière. C'est un roman justement sur un maître verrier du Moyen-Âge et j'étais absolument fasciné par ce texte, sur justement au fond l'alchimie qu'il y a de passer entre le monde des humains et le monde de la spiritualité. Et ça se passe que dans de l'immatériel et avec du vert, de la couleur qui transparaît d'un lieu donc immatériel vers un lieu matériel. Et j'aime cette relation lumineuse, c'est le cas de le dire. Et en plus, on voit que ce sont de très très grands peintres seulement qui sont capables de faire ces œuvres et ces chefs-d'œuvre. Et on a la chance à Metz d'avoir une cathédrale qui est quand même, on l'appelle la lanterne de Dieu parce qu'elle représente quand même 6 mètres carrés de verrière et c'est unique au monde ça. Et dans ces verrières, en plus, il y a bien sûr de grandes verrières classiques, historiques, Hermann de Münster, etc., mais aussi des contemporains, dont Jacques Villon, qui était le frère de Marcel Duchamp, et qui a fait là une œuvre absolument exceptionnelle au niveau de la coloration. Et puis il y a Bissière aussi, le peintre abstrait, et alors en majesté, Chagall. On a la chance d'avoir eu toute une série absolument remarquable de vitraux de Chagall. Et il y a une petite annexe aussi, qui est à Saint-Maximin, qui est une église qui se trouve dans le quartier Outreseille, où au fond a été relégué à l'époque, parce qu'il avait une réputation sulfureuse, c'est Jean Cocteau. Or, à Metz, on trouve le seul ensemble unique dans une église d'œuvres de vitraux de Jean Cocteau, qui sont très très beaux aussi. Et franchement, c'est un rendez-vous avec le silence. Voilà, il y a un circuit à faire et à imaginer. Et c'est de toute beauté et de silence. Votre métier aussi vous a permis d'accéder à des endroits insolites? Oui. Beaucoup. Exemple? Oh, des endroits insolites. Le plus fou? Les plus fous, je ne sais pas. Les plus fous sont les endroits où on va. Parfois, c'est dans des conditions extrêmement difficiles, comme au Kosovo ou en République démocratique du Congo, quand Kabila est arrivé, ou des endroits où il y a le chaos, comme à Bagdad, quand les Américains sont arrivés à la chute du dictateur, etc. Et à un moment, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. C'est une pure folie. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit où il n'y a plus de filet, pour vous, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, il n'y a plus de police, il n'y a plus de sécurité, mais plus pour personne. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir réinventer, réorganiser quelque chose. Et c'est très dangereux, d'une part, mais c'est très grisant de l'autre aussi, parce que c'est des émotions qu'on vit quasiment jamais dans une seule vie. Enfin, c'est assez improbable. En tout cas, vous aimez prendre de la hauteur, et vous commencez votre livre ainsi, et sous vos yeux se dévoile Metz. Voilà, et on comprend tout de suite Metz quand on prend de la hauteur. C'est une révélation. Une vraie révélation, parce que j'y vivais, mais à l'horizontale, comme tout le monde. Et d'un coup, quand on prend de la hauteur, on voit bien la Moselle et la Seille qui enserrent la ville sur une colline, la colline Sainte-Croix. Et c'est le fondement de cette cité qui s'est épanouie de 3000 ans avant Jésus-Christ, mais surtout bien sûr à partir de l'époque gallo-romaine, parce que du côté des rives de la Moselle, eh bien, sur ce qu'on appelle les côtes de Moselle, il y avait de la vigne, il y avait du blé, etc. Tout ce qu'on pouvait transformer et vendre aussi, grâce à la Moselle, on pouvait naviguer et le vendre. Et de l'autre côté, par la Seille, on ramenait le sel, mais également la briqueterie. Et donc c'est ce qui a permis l'essor et le démarrage de Metz, ville commerçante, qui est surtout en plus une ville libre. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est une république. Au Moyen-Âge, il y a très peu de républiques dans cette Europe en train de se construire. Hein. Il y a des empires qui sont tout le temps en train de se défaire. Et là, il y a des petits îlots comme la République de Metz, qui a eu beaucoup de soucis d'ailleurs avec le duc de Lorraine. Avec une appréhension mêlée d'excitation, j'embarquais, voilà quelques années, dans la nacelle en osier tressé de la toute première montgolfière, baptisée Lorraine, flanquée sur son enveloppe de 3 alérions, comme autant d'auspices favorables à notre audacieuse équipée. J'ai pu ainsi survoler Metz au gré de vents complices, découvrant, conquis, ébloui, un territoire aux allures de carte du tendre et dont je pouvais lire depuis un ciel sans nuages l'exacte harmonie. Prenant tantôt de l'altitude pour embrasser l'ensemble du paysage urbain enserré à leur confluence par les bras de la Moselle et de la Seille, tantôt caressant presque le toit des maisons sur lesquelles se dessinait l'ombre soudain gigantesque de notre ballon. Oh, notre équipage avait fière allure. Les alizés avaient eu la générosité de nous pousser vers la cathédrale, dont la silhouette émergeait en majesté au cœur du tissu urbain. Elle était embrasée par le soleil couchant. Un moment de grâce, vraiment.
Votre livre présente différentes facettes de Metz, différents visages de Metz. Il y a bien sûr la ville historique, à travers ses monuments, son architecture, ses personnages, la ville culturelle aussi, la ville spirituelle, la cathédrale. Vous reliez le Metz du passé au Metz présent. Mais oui. Tout le temps. Tout le temps, c'est un aller-retour permanent pour moi, et c'est un aller en avant, et puis c'est vraiment une espèce de jouissance gourmande, en plus avec cette pierre de Jaumont, cette pierre jaune qui a cette particularité de prendre la lumière et de la faire chanter au long du jour jusqu'à la nuit. Elle passe d'un jaune presque blanc à mordoré, et puis à un moment elle va devenir complètement éclatante et lumineuse. Et j'aime cet équilibre, voilà, ça me touche beaucoup, oui, oui. Vous dites aussi capturer le mouvement, saisir comment le quotidien et la mémoire des lieux se nourrissent mutuellement, se réinventent au long des saisons. Oui, ben, je vais vous donner un exemple. Il y a la place Saint-Louis qui est connue pour son architecture italienne, hein, puisque c'était les Lombards qui étaient installés là, qui changeaient la monnaie, qui frappaient la monnaie à Metz, c'est dire que la ville était quand même puissante, et les Lombards étaient venus s'installer là. C'était pas par hasard, c'était bien parce que c'était la route entre le nord, les commerces du nord et jusque vers les Florentins. Et cette place, qui a été pas mal abîmée au travers des siècles, mais il reste encore une belle harmonie avec ses passages, etc., ses façades italiennes très plates avec des petits toits en pointe. Et si vous êtes maintenant au marché de Noël, vous allez avoir une perspective qui est très singulière, puisqu'on a reconstruit des maisons et qui épouse vraiment l'enfilade de la perspective. Vous arriverez à un autre moment en été, ça va être le festival au pop-pop, alors c'est un grand chant festif. Un autre moment, ça va être la braderie, alors vous vous retrouvez au Moyen-Âge aussi, parce que la braderie existe, enfin ces fêtes commerciales existaient à ces endroits-là depuis des temps immémoriaux, mais simplement avec de nouvelles impressions physiques, et puis, mais le commerce et le principe restent le même. Vous voyez, donc un même lieu, et le jour et la nuit, il n'est pas pareil, et voilà. Et c'est ça qui est absolument génial. Et ce qui est génial aussi, c'est que vous rendez hommage aux sentinelles de la mémoire. Alors, je cite l'historienne Christiane Pignon-Feller. Que j'adore. Ah oui, elle a écrit une histoire de Metz donc sous le Second Empire et sous l'Empire germanique, hein, donc de 1800 à 1918. C'est un livre qui est absolument fondamental et fondateur. Puis en plus, elle est absolument délicieuse comme personne. Vraiment, c'est des gens qui m'éblouissent. Oui, oui. Désirée Mayer, elle est organisatrice des Journées de la culture juive. Pareil, on imagine mal l'importance qu'ont eu les communautés juives et protestantes sur Metz, mais vraiment c'est quelque chose de fondamental. Et Daisy a cette capacité, avec son festival du mois de septembre, voilà, des festivals juifs européens, de mettre en valeur la culture juive et surtout de la fondre à la ville. C'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose qui n'est pas pour une communauté, qui n'est pas du tout communautariste, mais qui est comme un champ culturel et un champ de partage qui nous invite à mieux nous connaître les uns les autres, et c'est merveilleux, quoi. Alors il y a aussi tous ceux qui participent au quotidien à rendre cette ville si attachante et si humaine. Il y en a d'autres? Oui, alors par exemple, moi ce que j'ai voulu montrer dans ce livre et qu'on ne montre pas dans les livres traditionnel de patrimoine sur les villes, c'est que la ville est vivante, c'est-à-dire qu'il s'y passe tout le temps plein de trucs. Il y a le festival littérature et journalisme, il y a d'autres choses. Il y avait la nuit blanche. Voilà. Alors c'est incroyable de voir 100 000 personnes défiler la nuit pour voir des performances, pour voir des trucs en plein air et tout. On se dit que mais il y a un potentiel absolument incroyable à partir du moment où on met ce petit truc, cette étincelle qui fait que les gens réagissent au quart de tour et se saisissent de leur espace et de leur ville. Et ça, c'est absolument génial. Alors Francis Kocher, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc votre livre est édité chez Serge Domini, c'est ça? Oui. On le trouve un peu partout? On le trouve partout, en Lorraine en tout cas, puisque c'est un livre qui est essentiellement dédié à la littérature régionale, dans le sens noble du terme. Mais je dois saluer vraiment le travail de Serge, parce que dans des conditions très très difficiles pour le monde du livre, eh bien, lui, il continue à tracer son sillon dans l'excellence, et franchement, j'ai eu un soutien extraordinaire de sa part pour pouvoir réaliser quelque chose qui était un rêve à nous deux. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, Entre les lignes.